Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 13A sur une chute avec frottement. Donc on vous parle d'un point matériel qui chute dans le champ de pesanteur et qui soumet une force de frottement fluide. Donc c'est la même chose qu'à l'exercice précédent, mais avec une vitesse initiale qui est quelconque. Donc en gros votre point ne chute plus de façon horizontale, mais va chuter de façon quelconque dans cette histoire. Alors, il s'avère que on vous demande tout au départ de décrire l'équation différentielle du mouvement et de la projeter selon EX et EY, donc qui sont définis dans l'énoncé. On va les redessiner doucement. Donc, on vous dit que EX c'est l'axe horizontal, voilà, donc comme ça, voilà EX, et on vous dit que Y c'est l'axe vertical descendant, donc comme ça. Donc ici, on a donc Y et X comme ça. Et on vous dit que V0Y, c'est-à-dire en gros, je vais faire une vitesse quand même un peu plus propre, voilà, on vous dit que initialement, votre vitesse initiale, elle est, je sais pas, comme ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que V0X est positif. Donc voilà V0. Ça peut être au-dessus ou en dessous de X, hein. Ça peut être littéralement comme ça, voilà. Mais ce que vous savez, c'est que V0 va être dans ce cadran-là. Voilà. Donc on va la dessiner comme ça pour l'instant, mais ça peut être aussi vers le bas sans aucune forme de problème. Et on vous demande de décrire l'équation différentielle du mouvement. Alors le référentiel, c'est probablement le référentiel terrestre en l'occurrence, en tout cas le référentiel de l'astre qui génère le champ de pesanteur G. Votre système, c'est le point matériel M. D'accord, donc le référentiel, c'est la Terre. Voilà, on va dire ça. Votre système, c'est donc le point M. Le système de coordonnées, c'est EX, EY, il est défini par énoncé. Et on va faire un bilan des actions mécaniques qui, comme votre système est un point matériel, se réduit au bilan des forces. Et en fait, on n'a que deux forces ici, tout simplement MG. Et tout simplement moins mu VV, qui est la force de frottement F. Et on vous demande d'écrire l'équation différentielle du mouvement et d'approcher sur un EX, EY. Alors là, en fait, c'est pas très compliqué. On va utiliser le théorème de la quantité de mouvement, ou principe fondamental de la dynamique pour l'ancien vocabulaire, qui vous dit la chose suivante, qui vous dit que la masse fois l'accélération, c'est égal tout simplement à mg moins mu v, v comme ça. Et en fait, il s'avère que c'est une équation différentielle parce que si on divise par m déjà, on a en fait tout simplement le fait que dv sur dt plus mu vv sur m est égal tout simplement à g. Et ça en fait c'est donc une équation différentielle en le vecteur v, avec en plus une dépendance ici en module de v, donc c'est une équation différentielle qui est non linéaire. Il est partie des choses relativement pénibles dans cette histoire, et on vous demande de la projeter selon EX et EY. Alors en fait la projeter sur X et Y, ça signifie tout simplement prendre le produit scalaire de cette équation avec EX et avec EY. Alors en fait ça va donner des choses pas forcément très compliquées. Selon EX on va tout simplement avoir la dérivée de Vx, et Vx c'est x point. Donc ça va donner en fait x secondes plus mu sur m fois v que multiplie x point. Et ça va être égal tout simplement à 0, puisque le produit scalaire entre g et EX vaut 0. Et là, ça va donner en fait y secondes plus mu sur m que multiplie v que multiplie y point. Et là, ça va être égal à g. Alors, tout simplement parce que y désigne la verticale descendante et que donc g, ça va être comme ça. Dans cette direction-là, donc il n'y a pas de problème. G et EY sont collinaires et de même sens. Ça va donner G. Alors, si vous posez la question d'où viennent ces X points et ces Y points, ça provient tout simplement de la définition de l'accélération et de la vitesse en coordonnées cartésiennes, en bidimensionnel. Donc en fait, l'accélération c'est X secondes EX plus Y secondes EY. Et la vitesse, c'est égal à X point EX plus y.ey. Donc lorsque vous allez prendre les produits scalaires de la vitesse avec ça, vous allez trouver ça. Petite remarque à laquelle il faut faire extrêmement attention. Ceci reste le module de V.
et non pas Vx ou Vy ou x point. Ceci est un nombre, et il ne se projette pas en tant que tel. Lorsque vous prenez le produit scalaire, c'est uniquement le produit scalaire avec le vecteur v. Et si on a vraiment envie d'écrire ça jusqu'au bout, eh bien en fait, on va tout simplement écrire la chose suivante, en particulier le fait que v, c'est tout simplement la racine carrée de x point carré plus y point carré. Et donc si on veut vraiment écrire l'équation différentielle, les deux équations différentielles projetées uniquement en fonction des coordonnées cartésiennes, on va avoir ça, x seconde plus mu sur m que multiplie racine de x point carré plus y point carré fois x point, qui est égal à 0, et y seconde plus mu sur m, racine de x point carré plus y point carré, y point est égal à g. Voilà. Et donc on a un système d'équations différentielles couplées, non linéaire, vraiment méchamment non linéaire, et donc il est illusoire en fait d'espérer résoudre ça facilement, à cause en fait de ce terme-là, le terme racine de x point carré plus y point carré, qui va rendre cette équation analytiquement insoluble, ou en tout cas très très difficilement soluble. Et c'est la raison pour laquelle en fait l'énoncé vous incite en fait à étudier en fait chute avec frottement fluide, voilà, une simulation numérique qui fait ça. Alors on va un peu regarder ce truc-là. Alors, donc c'est un programme Piso qui est ici. Donc il y a toute une machinerie qui est un peu cachée. Et en particulier, on retrouve quand même un peu les équations qui sont ici, en particulier de la vitesse T2, T3. Donc ça c'est la méthode de l'air. Et il y a une résolution d'équations différentielles, je ne vais pas revenir dans le détail. Mais en particulier, il y a un certain nombre de paramètres qui sont donnés ici. En particulier, il y a la masse, il y a mu qui est donné là. Enfin, il y a un certain nombre de paramètres qui sont donnés. Alpha qui vaut pi sur 3, etc., etc. Alors en fait, pour exécuter, il suffit de faire démarrer le script. Ça fonctionne relativement bien. Et en fait, le démarrage de ce système-là fait en fait apparaître une nouvelle fenêtre qui est ici, qui comporte un certain nombre de graphiques, et donc, sur lesquels on va discuter un peu. Donc ce qu'on constate, c'est qu'on a x en fonction du temps, y en fonction du temps, et y en fonction de x, et dy sur dt en fonction du temps. Alors je me souviens plus ce que l'énoncé nous demande dans cette histoire. X, y et dy sur dt. Donc qu'est-ce qu'on a ces trois trucs-là, dy sur dt, voilà. Donc en gros, on constate la chose suivante. X va augmenter et va tendre en fait vers une valeur limite. Y par contre va tendre vers un comportement affine. D'accord? Donc Y va accroître avec le temps, ou décroître avec le temps de façon visiblement affine. Y en fonction de x, ça c'est la trajectoire. Donc on voit en fait que ça fait une trajectoire un peu bizarre par rapport à la parabole qu'on connaît lorsqu'il n'y a pas de frottement. Ça fait une trajectoire en fait qui a l'air de s'arrêter contre un mur ici, qui est la valeur en fait maximale de x. Et dy sur dt part en fait d'une valeur donnée, qui est sa valeur initiale, qui est donnée quelque part, je ne me souviens plus, ici, voilà, 10. Voilà, c'est la vitesse initiale. Avec l'angle, il y a un cosinus qui doit se promener. Et qui va tendre en fait vers une valeur limite. Donc c'est un peu ce genre de choses qu'on va essayer de comprendre via cette simulation. Donc en fait, je vais tout simplement revenir sur mon petit tableau, et on va faire des allers-retours entre ces deux grandeurs. Et donc on va essayer un peu de comprendre tout ça. Alors, première chose à comprendre, c'est le comportement asymptotique de x. Alors si je reviens sur ce qu'on est censé regarder, le comportement asymptotique de x, c'est tout simplement que x a l'air de croître d'abord, mais le comportement asymptotique, c'est ce qu'il y a ici. X en fait a l'air de tendre vers une valeur finie, d'accord, et tendre vers une constante. Et donc on va essayer de comprendre dans un premier temps pourquoi. Eh bien en fait ça c'est pas extrêmement compliqué, il va falloir voir un peu les diverses choses. Alors en fait, attends, je retrouve ma fenêtre, voilà. Il s'avère en fait que on voit que x point égale 0 est une solution constante de cette équation différentielle là. D'accord? X point égale 0 est solution.
Et en fait, ça, c'est la solution particulière de cette équation différentielle. Et donc en fait, on voit que x va effectivement tendre vers une valeur constante. Alors on ne sait pas trop quelle est cette valeur, elle est assez difficile à prévoir, mais par contre on constate que on va avoir, il y a une solution particulière, et cette solution particulière, c'est le fait que x point égale 0, donc en fait x tend vers une constante. Alors, je vais répondre directement à la question suivante, en fait, en regardant la même chose avec y. Si on fait la même chose et si on se pose la question, est-ce qu'il y a une fonction constante qui est solution de ça? Eh bien, en fait, oui, c'est le cas. Alors, en fait, il s'avère que si on cherche une solution y point égale constante, solution de celle-là, de la deuxième équation, est solution, alors je vais l'écrire comme ça, x point égale constante est solution, alors cette constante, je vais l'appeler grand Y par exemple, si et seulement si, et bien on est parti. Eh bien, on va avoir ce y point point qui va être nul, puisque y est une constante, si et seulement si, donc mu sur m. X point est nul à l'infini, d'accord? Donc on va avoir ça. Racine de y au carré, qui multiplie y, est égal à g. Et donc en fait, ça nous permet de trouver la valeur de y. Donc, en fait, ça va donner que y vaut tout simplement racine de g de mg sur mu. Alors en fait, on constate donc en fait que, alors j'aurais peut-être pas dû l'appeler y, j'aurais dû l'appeler yp pour se souvenir que c'est y point en fait. Et donc on se rend compte en fait que la y point va tendre en fait vers une constante. Et cette constante, c'est tout simplement cette valeur-là. Et il s'avère en fait qu'on peut en conclure que V, le module de V, tend vers une limite V infini. Et V infini, ça vaut en fait tout simplement racine de mg sur mu, tout simplement parce que ça vaut racine de x point carré plus y point carré, donc ça vaut en fait tout simplement y point limite. Et on se rend compte que V infini a tendance à tendre vers une limite, donc on va avoir en fait une vitesse limite, et ça en fait ça explique le troisième comportement. Alors je vais le remettre en visibilité ici. En fait il s'avère que y, donc dy sur dt ça va correspondre à la valeur de la vitesse, et en fait ça va tendre vers une constante qui vaut ça. Et là en fait on a une valeur en fait c'est à peu près moins 7, alors on peut se poser la question, si on revient au calcul qu'on vient de faire à l'instant, et bien en fait on a vu que V infini c'était égal à mg sur mu. Et si on regarde les valeurs qui sont mises dans le piso, en fait, on se rend compte que la masse vaut 1, mu vaut 0,2 et g vaut 9,81. Donc en fait on va faire tout simplement l'application numérique pour voir un peu comment ça se passe. Donc je vais réécrire donc, ces valeurs-là. Donc on a vu dans la simulation numérique que g valait 9,81, mettre ce au moins 2 probablement, que m ça valait 1, donc 1 kg probablement, et que mu ça valait 0,2, 0,2 on ne sait pas trop quoi. Encore on peut se poser la question pour que ce soit homogène, mais en tout cas 0,2. Et donc si on fait le calcul numérique de ça, et celui-là il suffit de sortir sa calculatrice, donc en faisant tout simplement racine de 9,81 sur 0,2, donc on va l'écrire ici, égale donc racine de 9,81 sur 0,2. Je vérifie que c'est bien les bonnes valeurs quand même avant de me lancer là-dedans, mais effectivement c'est ça. Et si on fait le calcul, on trouve 7 mètres seconde moins 1 pour la vitesse, et ça en fait c'est exactement la valeur qu'on a dans le simulateur. Encore, on voit qu'en fait ça tend vers une constante, en tout cas le moins 7 n'est pas indiqué, mais on peut tout à fait, parce que c'est de 2 en 2, mais on peut tout à fait se convaincre que cette limite-là, celle-là, voilà, elle est a priori à moins 7. Donc on retrouve bien la bonne valeur de d2y sur dt. Petite remarque, on peut utiliser ce graphique-là en particulier. Alors l'idée est la chose suivante, comme x tend vers une constante, on voit que x point va bien tendre vers 0. Le fait que y ait un comportement affine ici, ça vous montre bien que dy sur dt tend vers une constante, mais on peut utiliser cette simulation pour, au lieu d'afficher la trajectoire ici, je vais tout simplement en fait afficher dx sur dt en fonction du temps. Donc on peut choisir ici dx sur dt en fonction du temps, voilà.
mettre à jour cette histoire et on se rend compte en fait que là il y a un petit accident ici. D'ailleurs je sais pas du. Ah oui, je me suis trompé. On va mettre T d'abord et DX sur DT ici, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà. Et on clique sur Update, ça devrait marcher. Voilà. Le temps que ça marche ou ça marche pas. Si c'est juste. Voilà, c'est bon. Donc ça marche. Et c'est juste le temps que ça s'update. Je vérifie qu'on voit bien les choses. Voilà. Et donc en fait, on se rend compte que dx sur dt a bien tendance à tendre vers 0, donc ça c'est x points en fonction du temps, et on voit que ce truc-là tend vers 0. Ça a un peu du mal à tendre vers 0, on peut se donner une échelle de temps un tout petit peu plus grande, en particulier en mettant un tmax ici, égal, je sais pas, à 10 par exemple, plutôt que de le mettre égal à 5, en cliquant sur Update. Et donc là, on voit qu'effectivement, hein, ça tend bien vers 0 ici, vers des constantes, avec des y sur dt qui tend bien sans aucune forme de souci, ici. Donc on a bien répondu aux diverses questions, en tout cas aux divers comportements. Par contre, l'exercice a une question supplémentaire de manipulation finalement de cette simulation. On vous demande de rentrer dans la simulation un certain nombre de valeurs pour mu, donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Et simplement montrer qu'on n'a pas de dépendance linéaire de xmax en mu, hein, c'est pas extrêmement compliqué, c'est juste de manipuler la simulation. Alors en fait, il s'avère qu'on n'a pas besoin de retourner sous Piso pour faire ça. Donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, voilà. Et en fait, on prend le simulateur ici et on peut rentrer tout simplement les valeurs de mu séparées d'un point virgule. Donc 0,1, point virgule, 0,2, point virgule, 0,3, point virgule, 0,4, point virgule. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le système va faire la simulation numérique pour toutes ces valeurs-là. Il suffit d'appuyer sur Update. Donc là, on va avoir effectivement 4 courbes, puisqu'on a 4 simulations numériques dans cette histoire. Et on voit effectivement que Xmax ne croît pas linéairement en fonction des choses. Vous voyez qu'on multiplie mu, alors c'est pas en particulier que pour aller de là à là, on multiplie par 2. Et pour aller de la verte à la bleue, on multiplie aussi par 2, et en fait, on va largement multiplier Xmax par quelque chose de beaucoup plus grand que ça dans cette histoire. Voilà, ça termine un peu l'ensemble des problématiques, mais c'est cette manipulation de simulation numérique qu'il convenait de faire dans cet exercice. C'était juste histoire d'avoir une analyse quantitative, enfin plutôt qualitative de cette histoire, et un peu de qualitatif sur la limite. On peut s'amuser à regarder aussi les valeurs limites de dy sur dt en fonction de la valeur de mu. Donc la courbe orange ici correspond au premier cas. La courbe verte, pardon, je dis des bêtises, où est-ce que j'en suis? La courbe orange, oui voilà c'est ça, correspond en fait au premier cas, avec 0,2. Ça c'est 0,1. 0,2 ici, 0,3 c'est la courbe verte et 0,4 c'est la courbe rouge. Et donc en fait on peut refaire le calcul à chaque fois. On peut se rendre compte aussi qu'au fur et à mesure que mu augmente, dy sur dt limite a tendance à diminuer. Le 10 ici se recalcule aussi, ça fait quasiment racine de 100, c'est-à-dire racine de 98,1 plus exactement, donc c'est des choses qui sont relativement cohérentes. Voilà donc à peu près tout ce qu'on peut raconter sur cette simulation numérique, cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.